Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, plus d'un mois après les pourparlers, le calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon. Ce dialogue était censé résorber les tensions politiques nées après la présidentielle d'août 2016. Au Rwanda, les produits de base connaissent une augmentation constante. Si depuis 5 ans l'inflation était plus ou moins maîtrisée, elle reste néanmoins élevée et occasionne la cherté de la vie. Et à moins de 2 ans de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie prête à déposer sa candidature en cas de retrait du Cameroun. Le pays rencontre des retards dans la construction des infrastructures. Au Gabon, quand l'établissement d'un calendrier pour la mise en application des mesures issues du dialogue du 28 mars au 26 mai 2017, 2 mois de pourparlers, une volonté du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour sortir de la crise post-électorale qui a ébranlé le pays. Zara Mohamed Amouchou. Un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon, plus d'un mois après les pourparlers. Parmi les mesures, une élection présidentielle désormais à 2 tours. Une réforme réclamée par l'opposition gabonaise sur laquelle la majorité a finalement cédé. Mais le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. Président qui reste également très influent sur la Cour constitutionnelle. Il continuera de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Pour une partie des Gabonais, ces conclusions ne sont que superficielles. Non Martel Ronen Demezo Obiang, l'une des figures emblématiques de ce dialogue. Il n'y a pas eu une entente entre les 2 parties sur la modification de cette disposition de la Constitution. Mais d'autres avancées importantes ont été obtenues en matière d'organisation des élections. Des conclusions dont la légitimité est par ailleurs toujours contestée. De ces assises, une grande partie des Gabonais retient en effet la grande absence de Jean Ping et sa coalition. Pour celui qui fut également le directeur de campagne du principal adversaire du chef de l'État, la remise en question de la légitimité du dialogue politique et de ses conclusions n'a aucune raison d'être. Il s'agissait d'initier, de discuter, d'adopter des réformes, notamment dans le domaine de l'organisation des élections, qui puissent faire en sorte que les élections à venir soient moins contestées, moins contestables, parce que mieux organisées. Par rapport à cela, tous les partis politiques qui ont accepté de venir au dialogue ont pris une part active à celui-ci. Et ceux qui ne sont pas venus ne font pas que les conclusions du dialogue soient frappées de nullité ou puissent être contestées. Ce dialogue national était censé résorber les tensions politiques nées après la présidentielle. Plus d'un mois après ces pourparlers, les fractures sont toujours là. Pour l'opposition, le pouvoir garde à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Quant à Jean Ping, il maintient sa ligne. L'ancien candidat à la présidentielle se considère toujours comme le président élu. Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, a annoncé un programme de visite ministérielle dans les différentes régions du pays. Une annonce faite en marge du conseil du gouvernement tenu ce jeudi 13 juillet. L'objectif étant de suivre les différents projets régionaux et en accélérer la réalisation. Dans l'actualité également, au Tchad, le parti d'opposition, Parti socialiste sans frontières, a déposé une plainte pour haute trahison le 3 juillet contre le président Idriss Déby Itno auprès de la Haute Cour de justice. Cette plainte concerne des propos tenus par le chef de l'État lors d'un entretien accordé à plusieurs médias dans lequel il aurait affirmé que la France aurait œuvré pour la révision de la Constitution 2006. Pour la majorité au pouvoir, il s'agit d'un non-événement. Reportage de Mamat Ramadan est commenté par Ibrahim Adjoumabar. Au Tchad, un parti politique de l'opposition a porté plainte en justice contre le président Idriss Déby Itno pour haute trahison. Selon le Parti socialiste sans frontières, le chef de l'État tchadien a avoué dans un entretien accordé à des médias occidentaux que c'est la France qui a œuvré pour la révision de la Constitution en 2006. Ce qui serait, selon l'opposition, une violation de l'article 60 de la loi fondamentale qui stipule que le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Le président de la République ne saurait donc laisser un État tiers s'ingérer dans un processus de révision de la loi fondamentale. Après avoir fait l'autopsie de la fracassante déclaration du chef de l'État le 25 juin 2017, le Parti socialiste sans frontières a estimé que
le chef de l'État a outrepassé, a violé la Constitution. La Constitution du Tchad, à son article 60, 70 et 72, le chef de l'État est le garant de cette Constitution qui aujourd'hui a été tripatouillée, indépendamment de sa volonté, par un mercenaire français. Pour la majorité présidentielle, cette plainte de l'opposition contre le chef de l'État est une manœuvre politique pour distraire l'opinion. Elle estime que c'est une mise en scène de certains partis politiques qui sont à court d'idées et en quête de popularité. Pour nous, c'est un non-événement dans la mesure où qui mieux que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a su défendre l'indépendance et la souveraineté du Tchad. Pour rappel, lorsqu'il était en désaccord avec le président Hissène Habré parce qu'il se comportait d'une manière inacceptable vis-à-vis de nos populations, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Alors que l'opposition et la majorité présidentielle se livrent à une bataille médiatique, la Haute Cour de justice, quant à elle, ne s'est toujours pas prononcée sur ce dossier. Selon certains observateurs, cette plainte de l'opposition a toutes les chances d'être déclarée irrecevable par la justice pour motif non constitué. D'après l'indice national des prix à la consommation du National Institute of Statistics in Rwanda, le taux d'inflation est passé à 4,8% au mois de mai à juin 2017, une inflation un peu plus maîtrisée, mais toujours élevée. Reportage à Kigali d'Oliva Jaqueta. Au Rwanda, l'inflation est passée de 6,5% à 4,8% de mai à juin 2017, soit une baisse de 1,7%. Elle est néanmoins en hausse de 0,8% comparativement à juin 2016 où elle était de 4,1%. En effet, l'eau, l'électricité, les transports, le logement et d'autres produits de première nécessité ont augmenté de 1,5 à 4,5% de mai à juin 2017, ce qui accentue la cherté de la vie. Ce qui est classique, c'est la variation du prix de la tomate, la bassine de tomate qui a changé drastiquement de prix au cours de ces derniers temps. Et à part la tomate, il y a certaines denrées qui sont importées, qui aussi subissent un peu les coûts. Disons, l'année passée, je pouvais acheter, je ne sais pas moi, autant de kilos de sucre, autant de kilos de pommes de terre. Et maintenant, parce que le prix a augmenté, je ne peux plus acheter la même quantité de produits. En 2016, les autorités ont prévu une inflation de 5%, mais elle tournait autour de 6%. Elles envisagent encore une inflation annuelle de 5% pour 2017. Un objectif qui permettra à l'économie rwandaise d'être plus compétitive selon des experts. Je fais référence par exemple aux données historiques. Les 3 dernières années, les 4 dernières années. Il faut dire que le taux d'inflation au Rwanda était le meilleur par rapport au taux de la région. En matière de politique économique, avoir un taux d'inflation acceptable, donc dans la marge de 2 à 7%, selon ce qui est accepté généralement, est un bon signe. Donc, l'ambition de faire 7% est une ambition, de faire 5% est une ambition noble, et noble dans le sens où elle permet d'atteindre un niveau soutenable pour l'économie rwandaise. Le gouvernement a déjà pris des mesures comme la réduction de l'impôt sur certains produits, dont le sucre et le riz, pour mieux maîtriser l'inflation. Une mesure qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet 2017, marquant le début de l'exécution de l'année fiscale 2017-2018. Le Cameroun, vainqueur de la CAN 2017 de football, doit accueillir la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Mais de nombreux observateurs craignent un retard dans les constructions des infrastructures. L'Algérie s'est dit prête à remplacer le Cameroun au cas où la CAF venait à délocaliser la compétition. Reportage de Sherif Ousmane Bardunka est commenté par Siamlo Victoria Seji. Les observateurs sont unanimes, le Cameroun est en retard dans la construction des infrastructures sportives devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Sur les 5 stades prévus pour recevoir la compétition, le stade de Limbé dans la région du sud-ouest, terminé depuis 2014, et celui de Bafoussam dans l'ouest du pays, livré en novembre 2016 avec 20 000 places chacun, accueillent déjà des rencontres internationales.
La réalisation des stades d'Olembe à Yaoundé, 60 000 places, et ceux de Djapoma à Douala, 50 000 places, suscitent des inquiétudes. Sur les sites de construction de ces ouvrages, les travaux de terrassement sont à peine achevés. Pourtant, ils devront être livrés au plus tard en septembre 2018. C'est vrai que les travaux ont commencé, mais c'est d'une façon timide. On ne sent vraiment pas la ferveur d'un pays qui organise la CAN. C'est la même chose du côté de Yaoundé. Donc, en réalité, pour moi, c'est un véritable problème. On a l'impression que cette lenteur que nous avons toujours constatée dans des organisations et surtout des constructions des infrastructures au Cameroun est en train de revenir. Le stade Amadou Aïdjo de Yaoundé a été rénové et servira de stade d'entraînement. À Douala, une mission d'experts canadiens a visité ce mardi 11 juillet le stade de la réunification et devrait entamer les travaux de rénovation dans quelques semaines. Plusieurs stades de la capitale économique et d'autres dans la région du Nord sont concernés par ce mouvement de réhabilitation. La solution évoquée pour rattraper les retards est l'utilisation de matériaux préfabriqués et la mise à disposition effective du financement. Il y a des riverains qui doivent être dédommagés. Je crois qu'avec la bénédiction de ces riverains-là qui seront déjà dédommagés, les travaux vont aller un peu plus vite. Et il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut rapidement commencer aussi par les voies d'accès. Oui, parce que les voies d'accès sont super importantes pour pouvoir permettre même aux engins de circuler et d'arriver sur les sites où les travaux doivent être concrétisés. Pays hôte de la CAN 2019, le Cameroun accuse de sérieux retards dans la construction des infrastructures. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.